monde sans argent, un monde sans... Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Framery, qui est enseignante, auteure, conférencière et journaliste indépendante. Bonjour Chloé. Bonjour Yann. Alors, tu t'engages depuis 2012 en faveur des droits humains. Tu as été syndicaliste de la fonction publique. Tu as cofondé deux mouvements politiques genevois, le mouvement Égalité et Équité et le mouvement Liberté. Comme des millions de Français, j'ai beaucoup apprécié ton travail de recherche lors de la crise de Covid. Lors d'une interview récente, tu évoquais le besoin de réformer les mécanismes de création monétaire actuels basés sur la dette pour vivre ensuite dans une société du don libérer de l'argent qui est ton idéal. Alors avant de développer cette notion de société du don, qui est l'objectif de la chaîne Un meilleur monde, peux-tu nous expliquer les mécanismes de la création monétaire actuelle que peu de gens connaissent? Alors merci Yann pour cette question riche. On rentre on rentre direct dans le sujet. Donc effectivement, j'en ai parlé sur Tocsin cet été en juillet. C'est un sujet qui me tient à cœur, la monnaie, parce que c'est vraiment central dans la gestion du monde et dans le contrôle par des personnes qui ont le pouvoir de la création monétaire ou qui contrôlent la création monétaire. Et effectivement, depuis 2014, je me suis intéressée à ce mécanisme de création monétaire avec des conférences auxquelles j'ai participé et notamment un livre qui est Dette 5000 ans d'histoire de David Graeber. Et j'ai été aussi en contact pendant de longues années avec François de Siebenthal, qui était banquier chez Crédit Suisse et qui est d'ailleurs mort l'année dernière, paix à son âme, et, qui m'a confirmé que ce sont essentiellement les banques commerciales qui créent la monnaie. Alors, on croit, enfin, disons, l'idée générale, euh, le, le mythe propagé habituellement, c'est que les banques centrales seules créent la monnaie, et c'est pas tout à fait le cas. Les banques commerciales créent plus d'argent que les banques centrales. Comment elles le font? Alors, de trois manières principales, je dirais. La première manière, c'est en accordant des crédits. Des crédits, quand tu vas dans une banque et que tu demandes un crédit pour acheter une maison, par exemple, eh bien, la banque n'a pas cet argent. Elle ne le prend pas sur le compte des déposants, contrairement à ce qui est propagé dans les mainstream. Disons, c'est de moins en moins propagé d'ailleurs, j'en parlerai peut-être, il y a une anecdote à ce niveau-là. Elles t'inscrivent simplement sur un clavier le montant dont tu as besoin, mais en échange du remboursement ce crédit, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de prêt, hein. Moi, je te prête quelque chose qui m'appartient, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas te le prêter. Je te le crée, enfin la banque le crée, elle te crédite ce montant, et en échange, tu dois rembourser plus que le montant qui a été créé ex nihilo, de nulle part, avec les intérêts de ce crédit. Donc ça, c'est la manière, je dirais, la majoritaire, la manière majoritaire, celle qui crée le plus de monnaie, c'est le crédit. Ensuite, bon, il y a des crédits également aux États, hein, pas seulement aux particuliers. Ensuite, on va dire que pour payer ses employés, la banque, elle crédite aussi de l'argent, elle crée de la monnaie à partir de rien pour payer ses employés de banque, pour payer sa femme de ménage, pour payer toutes les personnes qui travaillent pour les banques. Et la troisième façon qui est importante aussi, c'est la spéculation sur les marchés financiers en achetant des actifs, en achetant des actions, des obligations, des produits dérivés. La banque ne se sert pas dans les comptes des clients, sauf si c'est des investissements consentis, disons, avec de l'épargne, mais essentiellement pour spéculer, elle utilise simplement son clavier, des claviers pour créer de la monnaie. Par exemple, avec Jérôme Kerviel, on a vu, vous vous rappelez, en 2008, il a été épinglé. Il travaillait pour la Société Générale et il avait créé ex nihilo 50 milliards d'euros, et il avait acheté des titres, et il avait perdu 4,9 milliards qui avaient donc été en déficit de la Société Générale. Et la Société Générale s'est déchargée de toutes ses responsabilités, alors que Jérôme Kerviel, il travaillait quand même pour la Société Générale, donc elle a tout chargé sur lui, disant que c'était un joueur isolé, enfin un spéculateur isolé, alors que si vous allez voir le film L'Outsider, que je vous recommande, ce film retrace vraiment ce qui s'est passé, et on voit que la Société Générale n'est pas du tout innocente dans ce qui s'est passé. Euh, et d'ailleurs, bon, il y a eu des rebondissements. Allez voir sur page Wikipédia, par exemple, de cette affaire. Mais en tout cas, voilà les trois manières. Donc, crédit, paiement des employés et spéculation sur les marchés financiers.
pour créer de la monnaie. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans ton livre La Suisse au cœur, que j'ai dévoré et que je recommande vivement, tu dénonces l'escroquerie monétaire. Peux-tu nous en parler? Et justement, euh, pour moi, c'est une escroquerie de demander déjà de rembourser quelque chose que tu n'as pas au départ avec des intérêts en plus. Pour moi, c'est de l'escroquerie parce que tu te fais de l'argent sur quelque chose que tu n'as pas. Donc, c'est un petit peu... Enfin, c'est comme imprimer de la fausse monnaie quelque part. Nous, les particuliers, c'est ce que je disais chez Clémence Oudiakova sur Toxin. Si nous, on commence à créer de la fausse monnaie, on va en prison. Les banques créent de la... En fait, créer de la monnaie, c'est un petit peu un raccourci parce qu'elle ne crée pas de pièces, elle ne crée pas de billets. Elle crée de la monnaie scripturale. Donc, c'est plutôt des libellés en francs suisses, en l'occurrence parce que je suis en Suisse, mais en euros dans la monnaie du pays, mais sous forme électronique, sous forme scripturale. Et ça n'est pas la monnaie légale. Quand vous allez c'est dans la Constitution, non, dans la loi sur les unités monétaires et les moyens de paiement, la LUMP en Suisse, je crois que c'est l'article 2, euh, il est bien écrit que la monnaie légale, la monnaie qui a cours, la monnaie qu'on est obligé d'accepter normalement dans le pays, c'est les pièces, les billets et les avoirs à vue de la Banque nationale, la Banque centrale. Et toi et moi, on n'a pas de compte à la Banque centrale de notre pays, respectivement la tienne ou la mienne. La BNS, les particuliers n'ont pas de compte à la Banque centrale. L'État a un compte, certaines entreprises ont des comptes, mais nous pas. Donc, pour nous, la monnaie légale, c'est juste les pièces et les billets. Et le fait que les banques créent des avoirs, en fait, en libellés en francs suisses, par exemple, pour moi, c'est déjà une escroquerie parce qu'on n'est pas dans de la monnaie légale. Si on était dans une monnaie pleine, hein, c'est ce dont je parle dans le livre. Moi, j'ai participé à la campagne pour promouvoir la monnaie pleine en 2018, qui demandait que la monnaie elle soit essentiellement de la banque, enfin de la monnaie légale, c'est-à-dire que c'était la monnaie qui aurait eu le droit de s'appeler monnaie, c'était la monnaie, donc les pièces, les billets et la monnaie de la Banque centrale, la Banque nationale suisse. Donc déjà, tu vois, il y a plusieurs aspects dans l'escroquerie. Et cette escroquerie-là, elle permet aux banquiers d'avoir un pouvoir supérieur à nous, de financer ce qu'elle estime utile. Par exemple, un crédit ne sera pas forcément accordé à n'importe qui. Euh, il y a des crédits qui sont accordés à certains projets et pas à d'autres. Donc, en fait, la banque décide de ce qui va exister, de ce qui ne va pas exister. Et ensuite, l'escroquerie, je trouve, elle réside dans le fait que pour avoir de la monnaie en circulation, il faut s'endetter. Parce que si on ne crée pas de monnaie, si la banque ne crée pas de monnaie, donc si on ne fait pas de crédit, parce que c'est essentiellement ça qui crée la monnaie qu'on a dans notre quotidien, eh bien, il n'y a pas de monnaie en circulation. Et quand on rembourse les dettes, eh bien, on diminue la masse monétaire en circulation. Parce que, comme c'est les crédits qui créent la monnaie qu'on utilise, nous, à notre niveau, dans l'économie réelle, dès qu'on rembourse, ben, cette monnaie disparaît. Et donc, on en a moins. Et comme il y a des intérêts toujours qui s'ajoutent à ce qu'on doit rembourser quand on a fait des crédits, eh bien, on est toujours en train de s'endetter pour rembourser les intérêts qui, eux, n'ont pas été créés. Donc, on se demande pourquoi tout le monde est endetté, les États sont endettés, parce que forcément, pour qu'il y ait de la monnaie en circulation, il faut de la dette. Et encore une autre chose par rapport à la dette, alors c'est peut-être un peu dense parce que tout ça, ça peut être nouveau, mais quand on met notre argent en banque, on croit qu'il nous appartient, qu'il suffit de mettre la petite carte dans la petite fente et que subitement, on récupère notre argent. Alors déjà, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'en France, par exemple, vous n'avez pas le droit de retirer ce que vous voulez. Vous avez des plafonds, vous avez des seuils qui vous empêchent de tout retirer, par exemple. Eh bien, quand on met notre argent dans une banque, il ne nous appartient plus formellement parce que cet argent va sur le compte, sur les comptes de la banque. Et ce qui se passe, pourquoi on appelle ça de la monnaie dette? C'est parce que la banque, elle nous le doit. C'est-à-dire qu'en fait, on a des promesses de remboursement ou de restitution de l'argent qu'on lui a donné. Mais des promesses, vous savez très bien que les gens ne sont pas obligés de tenir leurs promesses. Par exemple, si une banque fait faillite, eh bien, au revoir la promesse. Au revoir l'argent qu'on a déposé.
sauf pour les too big to fail, hein, comme on dit, trop grosses pour faire faillite, qui ont été sauvées pendant la crise des subprimes. Et notamment la monnaie pleine, donc la fameuse initiative à laquelle j'ai participé, demandait que l'argent des épargnants, l'argent des déposants, leur appartiennent. C'est-à-dire que notre argent qu'on dépose dans une banque ne soit plus dans le bilan de la banque, mais bien dans notre propre bilan. C'est-à-dire que si elles font faillite, eh bien, on n'a plus besoin de les sauver pour conserver notre argent. On ne peut plus dire qu'elles sont too big to fail et que si elles font faillite, ça va détruire l'économie. Voilà. Donc, en quelques mots, ça, j'ai fait un petit résumé des choses qui me paraissent les plus importantes, mais je trouve que là, on a quand même un gros truc qui ne va pas avec cette création monétaire par les banques. Alors, peux-tu nous présenter le jeu de la monnaie qui a son origine en Suisse romande? Alors voilà, ça c'est une des façons dont j'ai compris à quel point la monnaie pouvait nous pervertir et nous rendre cupides, méfiants, avares, tricheurs, menteurs. C'est ce fameux jeu de la monnaie. Alors le jeu de la monnaie, rendons à César ce qui lui appartient, a été créé à partir d'un autre jeu qui existait déjà auparavant, qui s'appelle le jeu de la corbeille. Alors, dans le jeu de la corbeille, on expérimentait 3 systèmes économiques. C'est-à-dire qu'on a des cartes à jouer, et on construit des maisons. Avec 4 cartes, on a une maison, par exemple 4 as, 4 valets, on fait des carrés. Et on regarde combien de maisons on construit avec chaque système économique qu'on va expérimenter, combien on en construit, à quel rythme et à quel coût et à quel prix, avec quelle émotion on évolue. Dans le jeu de la corbeille, il y avait le don, le fameux don. Il y avait la monnaie actuelle, la monnaie dette, et il y avait un système de comptabilité mutuelle qu'on appelle, nous, dans le jeu de la monnaie, le système monétaire équilibré, SME, dans lequel tu inscris tes transactions. Donc, il n'y a pas de monnaie. Donc, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'intérêt, mais simplement, tu notes où tu en es dans tes achats, dans tes ventes, entre guillemets. Et alors, le jeu de la monnaie reprend le jeu de la corbeille en y ajoutant le 4e système économique qui est le troc. Donc, dans le jeu de la monnaie, il y a 4 systèmes économiques. Il y a le don, le troc, la monnaie dette et le SME, donc le système de crédit, le système de crédit qu'on note sur un graphique. Ce jeu, je vous le conseille, mais je vous le recommande. Enfin, c'est un jeu qui n'existe pas sous forme de jeu de société. C'est pas une boîte qu'on achète dans un magasin. C'est un jeu qu'on joue à plusieurs. Moi, je pense qu'à partir de 20 personnes, ça devient vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment les échanges qui se font. C'est comme une micro-société, hein. 20 personnes, on se rend déjà compte des mécanismes qui se mettent en place. Moi, j'en ai organisé plusieurs entre 2014, même entre 2016 et 2020. Ouais, le dernier que j'ai co-organisé, c'était avec Étienne Chouard en 2020. Et donc, on a tous nos cartes. On a un guichet qui s'occupe de la banque dans le système économique de la monnaie dette. Pour les autres, on n'en a pas besoin. Et on regarde combien de maisons sont construites et comment se sentent les gens. Et en fait, on se rend compte, là, je vous livre un peu les conclusions de ce jeu, qu'il est vraiment bon d'expérimenter par soi-même parce qu'on le sent dans ses tripes, hein, que la phase de don, donc c'est le premier système qu'on essaye, qu'on expérimente. C'est la phase dans laquelle on se donne des cartes, mais sans vraiment compter où j'en suis dans mes cartes. Est-ce que j'en ai donné 2, j'en ai reçu 1? On se donne les cartes qui nous intéressent pour avoir le maximum de carrés. Et cette phase-là, c'est la phase la plus agréable et la plus productive de toutes les phases qu'on expérimente. C'est-à-dire qu'on a tous le sourire, on s'entraide, on est content de s'entraider, on reçoit, on donne, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de peur de ne pas honorer sa dette. Ça fonctionne vraiment comme sur des roulettes. Et ensuite, la monnaie dette, donc c'est le 3e jeu qu'on expérimente dans l'ordre en général dans ce jeu de la monnaie. C'est le système dans lequel on se tire dans les pattes, on se pique des cartes, parce qu'à la fin, il faut rembourser les intérêts des crédits qu'on a demandé au banquier. Pour avoir de la monnaie au départ, il faut un crédit. On a les intérêts, puis on a les impôts aussi. On a les impôts qui viennent nous demander de l'argent sur la monnaie qu'on a obtenue. Vous savez, quand on travaille, par exemple, on a des revenus, ben on est obligé de payer des impôts. D'ailleurs, il faudrait faire toute une émission sur les impôts, parce que les impôts, c'est de l'argent qu'on doit verser à l'État pour l'argent qu'on reçoit,
c'est aussi de l'argent qu'on verse pour l'argent qu'on dépense avec la TVA, et c'est aussi de l'argent qu'on verse pour les biens qu'on a achetés avec l'argent qu'on a déjà, sur lesquels on a déjà été imposé avec les impôts sur la fortune. Donc bref, c'est une arnaque à plusieurs étages. Mais donc, dans le jeu dans la phase de jeu avec la monnaie dette, c'est la phase dans laquelle les gens vont en prison à la fin à la fin de la phase. Parce qu'on a décidé de dire dans ce système économique qui expérimente la monnaie dette que ceux qui n'arrivent plus à payer leurs impôts et payer les intérêts à la banque finissent par la case prison. C'est comme au Monopoly. Et donc, il y a beaucoup de gens en prison, sauf, et ça c'est intéressant, les gens qui se sont mis dans des sortes de consortiums, qui se sont mis ensemble. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme ça qu'on comprend que si on n'est pas une multinationale dans ce monde d'argent-dette, eh bien, on coule. Parce qu'on peut éviter de payer des impôts, des intérêts considérables quand on se met ensemble. Et c'est pour ça qu'on a autant de multinationales, de grands groupes qui prennent toute la part du marché, qui deviennent des monopoles, parce que c'est un peu un système automatique en réaction avec le système dans lequel on est. Et le troc, après je te laisse la parole, pardon. Le troc, c'est un système dans lequel on voit qu'on est tout de suite coincé. C'est-à-dire que dans le troc, il faut s'échanger des cartes qui ont la même valeur, autant de cartes l'un que l'autre, et pour des besoins qu'on a tous les deux simultanément. C'est-à-dire que si j'ai besoin de 2 valets et que toi tu as 2 valets, ce qui est déjà exceptionnel, il va falloir que toi aussi tu aies besoin de 2 cartes dont moi je dispose, ce qui est quasiment improbable avec les statistiques. Donc on voit bien que le troc, ça ne peut pas être un système pérenne, et que pour que ça marche, il faut soit différer les échanges, enfin les transactions, soit tricher. Donc voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui permet de se rendre compte vraiment de ce qui marche et de ce dans quoi on veut aller, quoi. Alors justement, beaucoup de gens, quand on évoque l'idée d'un monde sans argent, disent, eh ben, c'est du troc et donc ça fonctionne pas, alors qu'une société du don n'est plus du troc. Hein, parce que le Absolument. troc est un mythe, hein, d'après David Graeber. Tu peux nous en parler? D'après cet anthropologue qui est d'ailleurs mort en septembre 2020, eh bien le troc n'a été que épisodique et pas vraiment réalisé parce que les échanges n'étaient pas simultanés. Parce que pour troquer, bah, c'est comme pour les cartes, pour troquer quelque chose, il faut que l'échange soit équilibré, soit équitable pour les 2 personnes qui sont dans la transaction, soit simultané, donc en même temps. Il faut que les 2 objets qu'on troque soient présents au même moment. Je sais pas moi, des tomates contre des pêches, faut voir les saisons, quoi. Et puis il faut que les 2 personnes aient de quoi satisfaire l'autre. Donc, Hein, David euh, Graeber dit dans son livre que le troc, en fait, était juste utilisé pour les mariages et c'est comme pour des... cadeau entre rois quand Exactement. ils faisaient des alliances, mais ça n'a jamais, en fait, été Et ça utilisé entre les personnes. Ouais. ça Et n'a donc, jamais été un système économique ah, ouais. de transaction. Et donc, le quatrième moyen d'échange de cette simulation du jeu de la monnaie, c'est lequel? Alors, comment il fonctionne, celui-là? C'est le système monétaire équilibré, c'est un système dans lequel tu notes tes transactions. Donc, tu as une sorte t'as une feuille A4 avec une ligne qu'on appelle le zéro. Et quand tu acquiers des cartes, tu vas tu vas mettre un point en haut ou en bas. En fait, il n'y a pas de haut, pas de bas. En fait, c'est toi qui décides d'un côté du zéro ou de l'autre côté du zéro. Et quand tu donnes des cartes, enfin, quelqu'un d'autre acquiert tes propres cartes, eh bien, tu descends, enfin, tu vas dans l'autre sens. Donc, tu fais des points comme ça. Et puis, tous les mois, avec ce système-là qui existait déjà avec le jeu de la corbeille, il y a une sorte de réduction de l'écart. Donc, tu descends, tu te rapproches du zéro à chaque mois, que tu sois dans le côté achat ou dans le côté vente, pour garder une sorte d'équilibre, pour éviter les trop grosses disparités, les trop grosses différences entre ceux qui ont beaucoup acheté et ceux qui ont beaucoup vendu. Donc, ça rééquilibre à chaque fois le jeu. Alors, ça demande un peu d'organisation parce qu'il faut noter, il faut être assez méthodique, ça demande un peu de temps, mais c'est beaucoup plus joyeux, disons, que la monnaie dette, par exemple. Et puis, ça permet de s'aider aussi, parce que, par exemple, moi, je vais noter, je vais aider l'autre à noter, parce qu'il ne sait plus trop où il en est. Donc, c'est assez collaboratif et c'est assez sympa. Et justement, à ce propos-là, j'aimerais aussi dire, parce que je ne sais pas si ça a été beaucoup dit, mais François de Siebenthal, dont je parlais au début,
qui était banquier, qui nous a expliqué l'escroquerie monétaire, et d'ailleurs il l'a payé de sa vie à mon avis, euh, développait ce genre de système en Afrique. Il développait avec des villages africains pendant les dernières années de sa vie, des systèmes dans lesquels on avait de la comptabilité, parce qu'évidemment en Afrique, là où il allait, il n'y avait pas beaucoup de monnaie. Et pour que les transactions puissent se faire et l'économie puisse fonctionner, puis que les gens puissent avoir de quoi manger, de quoi se construire des choses et se vêtir, etc., il y avait un système centralisé à la mairie qui notait, dans lequel on notait les transactions. Alors, les habitants notaient eux-mêmes leurs transactions chez eux, chez la personne avec qui il a fait la transaction. Donc, il y a déjà une double comptabilité. Et en plus, à la mairie, où ils centralisaient les transactions qui ont été effectuées. Donc, il y avait trois points sur lesquels vérifier les transactions si d'aucuns auraient voulu tricher. Et apparemment, ça fonctionnait. Ça permettait de développer une économie là où la monnaie n'était pas en abondance. Voilà, donc Alors, c'est sur le c'est un site, système qui a fonctionné dans le réel. ça fonctionnait. Alors, sur le site du jeu de la monnaie, on peut lire que ce jeu a pour objectif de provoquer une réflexion sur la monnaie et ses conséquences, et pour proposer des solutions vers une économie plus humaine. Donc, quelles sont les solutions envisagées par ce groupe, justement? Alors ce groupe dont je faisais partie avec Bernard Dugas et Mathieu Dupont, entre autres, euh, ne donne pas forcément les solutions clés en main. Ce qu'il veut, enfin ce que ce jeu, comme tu le dis, vise à provoquer chez les gens qui y jouent, c'est une réflexion, c'est de se rendre compte à quel point notre système monétaire est vérolé et va dans l'impasse et profite à certains au mépris et aux dépens des autres. Mais alors, évidemment, dans ce jeu, on a envie d'utiliser le don, parce que c'est le système économique qui est le plus joyeux et le plus agréable. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'a donné envie de me concentrer sur cette façon de faire de l'économie, qu'on utilise d'ailleurs déjà dans les familles, au sein d'amis. On se donne les choses, on s'invite, enfin, je veux dire, on n'a pas de transactions financières dans un groupe de confiance. Et le fait qu'on soit maintenant anonyme dans des grandes villes, évidemment, rend peut-être l'utilisation du don plus incertaine, pardon. Euh, mais il y a aussi une autre chose, c'est le fameux SME, le système monétaire équilibré, qui a été développé sous forme d'une application par Bernard Dugas, qui est à l'origine aussi de ce jeu de la monnaie. Et il n'a pas encore abouti dans ce système, il a besoin de fonds pour le faire aboutir, mais c'est un petit peu ce système de comptabilité, mais dans le smartphone. Et ça s'appelle Equilibra. C'est une application qui s'appelle Equilibra, qui s'adapterait d'ailleurs au niveau de vie de chaque lieu dans lequel on utilise cette application. Ça fait des années qu'il est dessus. J'aimerais bien qu'il aboutisse. Et là, il a peu de revenus, donc il n'arrive pas. C'est un ingénieur hein, qui est développeur et qui crée donc ce système et qui code cette application. Donc, c'est à Euh, travers ce jeu, en Ça, c'est fait, une piste sur c'est laquelle on à se... travers ce jeu que tu as commencé à réfléchir sur, à découvrir l'économie du don, en quelque sorte, hein. Exactement, Alors, exactement. pourquoi changer de système économique et pourquoi une société du don, Chloé? Ben, écoute, c'est un peu ce que j'expliquais avec ces quatre phases et ces quatre systèmes économiques pour avoir un équilibre entre tous les acteurs en présence, donc les particuliers, les entreprises, les États, pour qu'on ne puisse plus nous soumettre au chantage de la dette, au chantage des crédits à rembourser, au chantage de l'emploi, qui nous pousse à accepter des emplois qui ne nous épanouissent pas et qui nous rendent esclaves pour simplement continuer à survivre, à avoir un toit sur la tête, à pouvoir manger, à pouvoir élever ses enfants, à pouvoir se déplacer. Donc on est conditionné à des systèmes qui ne nous conviennent pas pour avoir cette fameuse monnaie dont on a besoin pour vivre. C'est quand même une aberration. On est la seule espèce sur Terre qui a besoin de cette monnaie pour vivre, si tu regardes bien autour de toi. Donc voilà, c'est pour cela que je pense que le système actuel n'est pas du tout le meilleur qu'on puisse imaginer et qui permette l'épanouissement des êtres humains. Hmm. Alors, une économie du don éliminerait la pauvreté, l'injustice, la corruption, les guerres, les problèmes environnementaux et bien d'autres maux. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus, Chloé, personnellement?
Moi, ce qui me touche le plus, c'est l'injustice. C'est le mensonge, bien sûr, un outil de l'injustice, mais c'est l'injustice qui est, engendrée par cette escroquerie monétaire. Pas que, mais disons que c'est un point central de l'injustice mondiale qui concentre donc l'argent dans quelques mains et qui, rendent tous les autres, soumis à ceux qui ont l'appareil de création monétaire. Donc c'est ça qui me dérange, c'est qu'au nom de l'argent, on tue, au nom de l'argent, on mente, au nom de l'argent, on triche, au nom de l'argent, on fait on fait des travaux qui nous rendent malades, au nom de l'argent, on détruit la santé. Heu, pour moi, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas logique. La mathématicienne que je suis ne trouve pas ça logique, en plus d'être injuste. Hem Au nom de l'argent, certains ont des privilèges que d'autres n'ont pas et c'est peu de le dire. Hem, c'est un système qui est mortifère. Donc c'est ça qui me touche, c'est que certains se prostituent, certains manipulent. On on rend l'humain, abject, l'humain détestable. On voit l'humain sous ses pires facettes et on voit bien que l'humain, ce n'est pas ça. Ça n'est pas que ça. Parce que justement, dans le jeu de la monnaie, on voit que les gens qui participent développent tout un tas d'émotions et de caractéristiques et de caractères, de personnalités différentes en fonction du système monétaire. Dans le don, on est dans le don justement, on est généreux, on est joyeux, on est dans l'entraide, on est dans l'épanouissement personnel. Et dans la monnaie dette, on est dans la cupidité, on est dans l'individualisme, on est dans le mensonge, dans la tricherie, dans la méfiance. Et on voit bien que la monnaie actuelle développe ce qu'il y a de pire en nous. Donc c'est ça qui me dérange. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus, joyeux et bien ensemble dans un autre système. Mm. Alors, imaginons que nous passions dans une société idéale, basée sur le don. Ouais, Comment vivent concrètement les gens? Comment s'organiserait la politique commune en premier lieu? alors ça, c'est une grande question. Mais comme je ne l'ai pas expérimenté à grande échelle, j'ai du mal à te répondre. J'ai envie de te dire, essayons et voyons. Voyons déjà cela à des petites échelles, à des quartiers, à des villages, pour des choses, peut-être, qui sont dans un champ restreint. Faisons pousser nos légumes, nos fruits, voyons comment ça marche quand on se les donne. C'est ce qui existe déjà entre voisins, avec des poules, qui pondent des œufs, je te donne mes œufs, tu me donnes des champignons, enfin ou tu me donnes des tomates, c'est des choses qui existent déjà dans des petites échelles. Moi, j'aimerais essayer pour voir comment on peut faire. Mm. Et tu penses Hem, qu'il y aurait toujours un président dans ce type de société idéale? alors justement, pas forcément. À mon avis, ça favorise le participatif et les assemblées, de citoyens qui se sentraient beaucoup plus concernés par les décisions qui sont prises. Tu sais, par exemple, j'ai été en 2017 avec Gérard Scheller, avec qui j'ai milité pendant plusieurs années, à Marinaleda. Marinaleda, c'est un village en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qui depuis, plus de 40 ans maintenant, même bientôt 50 ans, vit, de façon presque autonome avec, pas de police et avec des loyers très enfin insignifiants. Ils se construisent leur propre maison et ensuite ils payent un loyer entre 15 € et 25 € par mois. La crèche, c'est 12 € par mois, enfin, c'est des choses comme ça et ça fonctionne très bien et les gens se font confiance. Il y a plus d à peu près bah, à l'époque, en tout cas, il y avait 2 000 habitants à peu près. Il y avait un maire, mais chaque semaine, il y avait des assemblées citoyennes avec l'équipe de mairie plus les citoyens et puis il y avait en plus des assemblées citoyennes avec seulement des citoyens pour faire remonter à la mairie les desiderata, les volontés de changement du village et ça fonctionnait très bien. Moi, j'y ai passé, 3 ou 4 jours. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore du don, mais qui s'en rapproche, avec un système de participation active des habitants et une écoute et je te dis encore une fois dans ce village, il y avait pas de policiers. La police n'existait pas. Et donc ce village existe toujours. Existe toujours, Marina Leda, ouais. Marina et puis Leda à la fin. Mmh. Mm. Alors imaginons qu'on soit dans une société sans argent, une économie du don. Comment s'organise l'accès au logement? Il y aurait encore des propriétaires,
Voilà, c'est là où bah, il y a un point d'interrogation. Bah, si je m'inspire de Marina Leda, enfin, ceux qui sont compétents ou ceux qui ont envie de construire les maisons, mais le font. Et ah oui, un truc qui était aussi intéressant, c'est qu'à Marina Leda, on construisait plusieurs maisons et on ne savait pas encore quelle maison allait à qui. Donc chacun se faisait de son mieux pour faire bien, pour construire des maisons qui soient solides et qui soient bien faites, parce que c'était avec un tirage au sort qu'ensuite on attribuait les maisons. Donc moi, je pense que si ça existe en Espagne, on pourrait aussi l'instituer chez nous. Euh, je pense qu'on doit faire ce qu'on aime faire et que bah, ceux qui veulent expérimenter aussi, parce qu'on apprend, en fait, en faisant tous ces métiers sans argent, on apprend à construire une maison, à faire pousser des légumes, à coudre des habits, à inventer d'autres métiers qui n'existent pas, à construire des objets d'art, euh, des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire dans notre vie actuelle, sans un grand enjeu. Mais après, pour le mettre en œuvre, je pense que tout reste à créer. Mais je pense que ça vaut vraiment, je continue à penser que ça vaut la peine de s'y pencher et qu'on peut toujours réajuster le tir par la suite. Et puis, pourquoi pas faire un mélange de dons et de comptabilité pour certaines choses pour pouvoir justement créer des choses qui sont euh, plus extravagantes, plus coûteuses, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'avec le système actuel, le capitalisme et le système de monnaie-dette, en faisant des crédits, on peut avoir une somme d'argent qui est beaucoup plus importante que si on fait des dons ou si on, euh, ouais, ou si ouais, on n'a pas d'argent. Et c'est ce qui permet le progrès, ce qu'ils appellent le progrès, ou les investissements qui demandent beaucoup de ressources. Mais n'oublions pas une chose, c'est que ça n'est pas l'argent qui construit, ça n'est pas l'argent qui fait pousser, ça n'est pas l'argent qui produit, c'est l'humain. C'est l'humain qui produit par son travail et par ses inventions. Mais que l'argent n'est qu'une manière de faire fonctionner ce système. C'est un peu comme le sang dans un corps humain. C'est des unités. L'argent, au départ, c'est des unités de mesure. C'est comme des degrés sur un thermomètre ou c'est comme des minutes sur une montre. C'est-à-dire, c'est censé être juste un outil comptable, un outil qui vous dit où vous en êtes. Ça n'est pas censé être une marchandise. C'est une unité monétaire. Le franc, c'est une unité monétaire. Bref. Donc, si on peut le faire avec de l'argent, pour moi, théoriquement, on peut le faire sans argent également. Parce que les ressources sont là, la force de travail est là. Et si en plus, on a la motivation des gens qui, qui font ce qu'ils aiment faire, je pense on peut construire de très belles choses Mm. sans être Imaginons, soumis à la volonté de certains. mm. Imaginons qu'on soit déjà dans cette société idéale. Comment s'organiserait le travail? Tu penses que les gens auraient plusieurs Ouais, activités c'est ça. en fonction des Alors, je pense besoins? que oui. Je pense, moi, c'est ce que je visualise, et ça ne demande qu'à être expérimenté. Je pense que moi, en tout cas, j'aimerais faire plusieurs choses, comme je le fais actuellement. J'aimerais enseigner, j'aimerais faire du journalisme, j'aimerais apprendre à construire des choses, à faire de l'art aussi, parce que j'ai une partie très artistique en moi. J'adore le dessin, par exemple, j'adore la danse. J'aimerais faire plusieurs métiers. Et je ne sais pas. Je pense que les personnes en général, elles auraient envie durant leur vie, d'expérimenter plusieurs choses, d'être à la fois producteur et consommateur, d'avoir des périodes où on est plus en oisiveté et des périodes où on est plus en production, parce que on essaie de nous faire croire que si on avait le choix, personne ne travaillerait. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Parce que, ayant été quand même licenciée de ma profession de prof de maths dans le public en 2022, je sais que je ne peux pas rester sans activité, que j'ai besoin de m'exprimer dans quelque chose qui me rend fière de moi, qui correspond à qui je suis, qui me permet de rencontrer des gens, qui me permet de me sentir utile. Et tout ça, je pense que quand on est vivant et qu'on est en équilibre, dans un certain sens, on a envie de tout ça. On a envie d'être en interaction avec les gens, on a envie d'apprendre, on a envie d'être utile, on a envie d'exercer une activité qui est productive, on a envie d'être fier de soi. Donc je pense que dans une société sans argent, on ne serait pas oisif, on ne serait pas tous des chômeurs en puissance. Et on s'organiserait, je pense, peut-être un peu plus de façon organique que
que de manière comptable, qu'on serait plus dans notre intuition. Et je pense que ça développerait justement notre être profond, notre intuition, nos nos envies internes, notre mission de vie aussi, si vous y croyez. Moi, j'y crois maintenant, je ne crois plus au hasard et je pense qu'on a tous une ou des missions de vie. Euh, voilà, je pense que le travail s'organiserait de façon plus intuitive que maintenant, en tout cas. Alors, dans cette société idéale, comment s'organiserait l'accès à l'alimentation, la production alimentaire? Il y aurait encore des restaurants, par exemple, des magasins où on peut se... Est-ce qu'on peut tout prendre, par exemple? Comment tu organises Ouais, mais ça, c'est pareil. Je n'ai pas l'alimentation? encore expérimenté, donc je n'en sais absolument rien. J'essaye de faire un parallèle avec une famille. Dans une famille, hem, c'est les parents qui font à manger, mais parfois les enfants s'y mettent aussi. Moi, je sais que je faisais le petit déjeuner le dimanche matin pour mes parents, avec mon frère. On leur faisait la surprise de faire le petit déj. Donc, je pense que chacun peut contribuer à faire à manger, par exemple. Hem, Moi, je vois plus des choses, des produits le moins transformés possible. Je vois plus des jus de légumes. Je vois plus des périodes de jeûne aussi. J'ai l'impression qu'on mangera moins parce qu'on mangera plus qualitatif, avec des produits qui seront locaux, qui seront poussés, seront en pleine terre, qui seront produits avec, avec des moyens beaucoup plus naturels. Donc je pense que non seulement on aura besoin de moins manger, moins préparer, et, euh, et qu'on sera mieux nourri, en meilleure santé et plus créatif. Et je pense qu'on va même peut-être se faire nos propres, chacun ses fruits, chacun ses légumes. Je sais pas encore exactement. Je pense qu'on pourrait avoir quelque ch- des centres de rassemblement pour manger, qu'on appellerait soit des restaurants, soit des tables, soit des cuisines partagées ou des choses comme ça. Je sais pas encore. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on peut faire des systèmes hybrides. On n'est pas obligé de faire que du don, par exemple. Pour, par exemple, acquérir des objets ou de la nourriture dans d'autres lieux. Moi, j'imagine qu'on pourrait faire des communautés assez restreintes et puis aller faire des transactions avec d'autres communautés avec des systèmes de comptabilité, par exemple. Mais qu'entre nous, dans notre communauté, on resterait sur le don. Et que quand on change de communauté, eh bien, on pourrait être dans le don, dans la communauté dans laquelle on est de façon temporaire. Je sais pas, moi, j'imagine des choses un peu comme ça, en satellite. Mhm. Alors, comment s'organiserait l'organisation de l'éducation pour les enfants, justement? Alors, l'éducation, très grand volet qui me concerne, en premier chef, parce que je suis prof. Hem, bon, bah, moi, je visualise des écoles en nature, des écoles en forêt, des écoles, qui permettent d'expérimenter dans le réel, les théories qu'on apprend en classe, et des écoles, dans lesquelles les enfants sont acteurs et pose des questions qui vont permettre de construire des cours avec une vision globale de tous les aspects de l'éducation. Pas seulement les maths, le français, l'histoire, la géo, mais le processus de fabrication d'une flûte, le processus de, de, de pousse d'un fruit, le processus de production d'un logement. Euh, des débats sur ce qui se passe dans notre monde, sur les enjeux géopolitiques, justement sur le système dans lequel on vit, comment améliorer notre système, comment faire en sorte que le don fonctionne. Ça, c'est des choses qu'on pourrait discuter en classe. Et je vois des écoles beaucoup plus ouvertes et pas forcément dans des salles. Je vois ça, je vois des écoles qui ne mobilisent pas des enfants sur des bancs pendant 8 heures, mais peut-être des demi-journées d'apprentissage peut-être théorique, mais après une grande partie de la journée qui est dans l'expérimentation, dans la nature. Euh, Alors, je comme- vois aussi des cours mélangés entre les âges, euh, des grands qui apprennent aux petits, des petits qui apprennent aux grands, comme ça se passe dans les villages africains, par exemple. Et ça fonctionne. Ou asiatiques.
Ouais. Alors, comment tu imagines le domaine de la santé dans ces sociétés du futur sans argent? Alors je pense que je pense que la part des médecines, chimiques, des labos pharmaceutiques sera évidemment beaucoup moins importante, beaucoup moins, pesante sur, le système, n'aura, que les labos auront moins leur mot à dire, sur le fonctionnement de la société qu'ils ne l'ont actuellement et que, on axera la santé sur l'homéostasie beaucoup plus que sur, l'hétérostasie si ça existe. C'est-à-dire qu'on centrera la santé sur l'équilibre intérieur et non pas sur les apports extérieurs de médicaments et de systèmes qui bloquent notre système d'équilibre. Par exemple avec des vaccins qui nous empêchent de réagir aux maladies ou enfin qui nous empêchent de rééquilibrer notre corps en faisant des maladies, pardon. Ça, c'est aussi tout un volet qu'il faudrait développer, mais peut-être qu'on n'a pas le temps ici. Moi, je vois la santé déjà comme un équilibre, qui se fait naturellement et qu'on peut aider avec des médecines douces, avec des médecines qui ne sont pas, bloquantes pour le corps. Les médecines naturelles, qu'elles soient de l'homéopathie, de l'ostéopathie, heu, la médecine chinoise qui a quand même plusieurs milliers, voire millions d'années, des choses qui sont beaucoup plus saines et beaucoup moins dommageables, qui ont moins d'effets secondaires, qui en ont voire pas du tout. Je pense qu'en étant plus relié à notre intuition, à la terre, à l'autre, on revient vers un système qui est plus adapté pour notre santé. Je pense qu'on aura moins besoin d'hôpitaux. Alors certes, la chirurgie pourrait continuer à exister, parce que c'est quand même une invention qui a son utilité, mais que le médicament et le traitement, chimique sera moins valorisé, sera moins, utilisé et qu'on aurait des façons hybrides de se soigner, de se guérir, de se maintenir en santé. C'est un peu comme ce que je vois avec le don et le système enfin pas monétaire, mais le système économique. Je pense qu'il y a des moyens hybrides qui vont se mettre en place assez naturellement. Mmh. Alors, comment s'organiserait la production des biens, par exemple, de vêtements, de meubles, de produits électroniques dans cette société sans argent? Mais encore une fois, je te dis, moi, j'ai pas la j'ai pas la solution, hein. Je ne peux que spéculer, que imaginer et comme je l'ai déjà dit au début là, je pense que on produirait en fonction de nos affinités, nos aspirations profondes, à la fois ceux qui savent faire et ceux qui ont envie d'apprendre et ceux qui ont envie de découvrir pourront créer, à leur guise, à leur rythme et en fonction de leur envie du moment, des choses, dans peut-être des stages, dans des moments où on devient menuisier, des moments où on devient, je sais pas, plombier, où on devient, charpentier, où on devient artiste, où on devient sculpteur, où on devient électronicien. Je ne sais pas si l'électronique aura aurait une, une importance, capitale dans ce monde-là. Je ne sais pas si on aurait autant besoin de nos attributs numériques tels que l'ordinateur ou le smartphone. J'espère qu'on en aura moins besoin, qu'on sera plus en contact réel qu'en contact, hem, à distance, électronique. Je ne sais pas du tout comment on pourrait et si c'est nécessaire de maintenir la technologie numérique, au point où elle est maintenant ou même de l'amplifier. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de tout ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait, par exemple, besoin de développer l'internet, à l'intérieur du corps, de nous implanter des puces comme le disait le patron de Nokia, en 2024, Pekka Lundmark, ou comme le dit Klaus Schwab, du Forum économique mondial dans son ouvrage, «L'internet des corps», enfin «Façonner l'internet des corps», page 7 si vous voulez aller regarder, aller jeter un œil. Je ne suis pas sûre que le monde se dirigerait dans la même direction que ce vers quoi il se dirige actuellement, c'est-à-dire vers la quatrième révolution industrielle et vers le tout connecté, humain compris. Je pense pas, je ne pense pas. Justement, quel est ton regard sur 2030 et l'avenir que nous propose l'élite, en quelque sorte? Alors mon regard sur 2030 et l'agenda qui s'y rattache, est assez bien explicité dans le livre que je vous laisserai découvrir, La Suisse au cœur. Hem,
C'est un monde digital, c'est un monde de connexion, artificielle, c'est un monde d'intelligence artificielle qui est tout sauf de l'intelligence. C'est un monde où les humains ne se font plus confiance, ne se parlent plus, ne sont plus en contact. Un monde où les familles se disloquent, où les enfants naissent dans des utérus artificiels. Ça, c'est un monde dont je ne veux pas. C'est un monde, qui nous parle d'absence de guerre, mais à quel prix? Au prix de la répression des voix qui ne sont pas d'accord avec la doxa imposée. Un monde du tout contrôle, un monde où on contrôle l'océan, la terre, les humains, l'éducation, les villes, les transactions, la santé. Un monde de vaccins artificiels avec de l'ARN messager ou d'autres substances. C'est Gavi qui le dit le mieux. Gavi, c'est l'alliance vaccinale, hein, de Bill Gates, l'alliance globale vaccinale, qui est d'ailleurs à côté de chez moi, à quelques pas, là, par là-bas derrière, vers l'OMS. Voilà, c'est un monde qu'on nous dit durable, mais qui est surtout extrêmement digital et extrêmement contrôlant. Mm. Alors toi qui t'es fait connaître justement par rapport à la pandémie et qui a voulu informer le public par rapport à ces questions, Ouais. quel est le but en fait pour toi du Covid avec le recul depuis 5 ans? Quel a été le but de cette grande pandémie mondiale? Ce que dit Bill Gates, et ça j'en parle aussi dans mon livre, dans sa lettre du 7 décembre 2021, ce qui fait des lettres annuelles, hein, Bill Gates, il a un blog. Il dit que le Covid a été une expérience globale de gouvernance, une expérience massive, un test massif de gouvernance qui consacre l'innovation et la collaboration et la coopération. Il ne parle pas de santé, hein, dans cette pandémie, il parle de test massif de gouvernance. Alors je pense que le Covid a été effectivement un test massif de gouvernance et un test aussi de soumission pour voir qui se soumet, qui se rebelle, qui n'est pas d'accord d'obéir à des ordres absurdes qui n'ont aucun rapport avec la santé, comme le masque par exemple, ou cette fameuse vaccination qui, de l'aveu même de Pfizer, par exemple, dans son contrat, autant en France qu'en Suisse, hein, ça maintenant les contrats sont décaviardés pour cette partie-là, admet que aucun test sur la transmission et sur l'efficacité et sur les dommages éventuels, les effets indésirables, n'a été fait sur ces vaccins. Donc, le Covid a servi, je pense, à identifier où sont les obstacles pour mettre en place des mesures coercitives du type empêchement de se déplacer, du type empêchement d'être en contact, du type le fait de se conformer à un comportement comme mettre un masque, garder une distance d'1,50 m ou de 2 mètres entre les personnes, suivre des flèches, euh, admettre que les écoles soient fermées, que certains commerces soient fermés. Comment on réagit par rapport à ça? Je pense que c'était un test sociologique de grande ampleur et que maintenant, ils savent quelles sont les proportions de gens qui obéissent, quelles sont les proportions de gens qui hésitent, quelles sont les proportions de gens qui n'obéissent pas pour la prochaine pandémie, ce qu'ils appellent pandémie, qui est pratiquement prête. Alors Tout est en train de se mettre en place. ouais, tu penses qu'il y aura plusieurs pandémies, tu penses? Alors, c'est ce qu'ils admettent, c'est ce qu'ils annoncent. Autant Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, que Bill Gates, que Klaus Schwab, que nos autorités nous disent régulièrement qu'il faut être prêt pour la prochaine pandémie, qu'on ne sait pas quand. Enfin, on ne sait pas. La question n'est pas de savoir si il y aura une autre pandémie, mais quand il y aura une autre pandémie. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le traité sur les pandémies, l'accord sur les pandémies qui a été adopté le 20 mai de cette année et le nouveau règlement sanitaire international qui a été adopté par consensus, euh, par l'OMS, disons, le 1er juin, pardon, 2024. Et c'est pour ça aussi que la Suisse, par exemple, a déclaré en juillet là, de cette année qu'il y avait une plateforme qui était mise en place pour coordonner tous les secteurs lors de la prochaine pandémie. Tu vois, et que notre loi sur les épidémies est en train d'être modifiée
pour s'adapter au fameux traité pandémie et règlement sanitaire international de l'OMS. Donc oui, tout C'est est en comme- train d'être mis en place pour qu'il y ait une autre pandémie. Ouais. Et Ouais, puis on parle aussi de puces sous-cutanées aussi, hein. Jacques Attali, voilà, devant une journaliste de TV Sénat, parlait de son idéal d'une c'est vrai, société sans argent, mais en fait sans argent cash, mais il y a toujours c'est de ça, l'argent, où on a une ça. puce, hein, Voilà. avec donc un nouvel ordre mondial, hein, et dont la capitale serait à Jérusalem. Voilà Oui, l'idéal. oui, alors si vous Tout le monde est suivez, pucé, il n'y a plus d'argent liquide, mais on a cette puce, et la capitale mondiale est à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est tu ce en que penses, dit toi, Chloé? C'est ah bah, fou. j'en parle aussi dans le livre de ce que dit monsieur Attali, le prophète bien informé, disons. Oui, oui, alors cette puce, il en parle depuis au moins 2008. Il parle d'un gouvernement mondial depuis au moins 2009 avec l'Express, hein, je donne mes sources, mais il parlait d'une police mondiale, d'un impôt mondial, d'une monnaie mondiale, et d'une puce et du sans cash, hein. Ça, c'est aussi un projet qui émane du FMI, l'alliance Better Than Cash qui a été fondée par Bill Gates, hein. C'est bizarre, toujours les mêmes acteurs, en 2012. C'est quelque chose qui est plébiscité par Mastercard et par Visa, évidemment, puisque eux, ils se font un max de commissions avec tout ce qui est échange électronique. Ils veulent une société sans cash aussi pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir contrôler nos transactions. Parce qu'à partir du moment où le cash disparaît, toutes les transactions sont électroniques, toujours dans le système actuel de la monnaie dette, hein, bien sûr, hein. Parce que quand il n'y a plus de monnaie, ben, il y a plus de transactions qui sont traçables. Mais actuellement, si la monnaie billets et pièces disparaît, eh bien, toutes les transactions sont consignées dans des échanges numériques qui sont traçables et qui sont contrôlables et qui sont bloquables. J'en parle aussi dans ma chronique sur la MNBC, la monnaie numérique des banques centrales, qui est un projet de la Banque centrale, de la BRI, qui est en Suisse, hein, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, de Klaus Schwab du Forum économique mondial, qui en parle dans ses bouquins, et d'autres entités, qui est donc d'en finir avec le cash et de pouvoir avoir une monnaie programmable, une monnaie qui permette d'être bloquée si la personne ne fait pas les bons choix, n'a pas les bons avis, ne se comporte pas de la façon dont il s'agit de se comporter selon évidemment des critères auxquels on n'a pas accès. Voilà, un peu à la chinoise, quoi. Ça deviendrait un crédit social à la chinoise. Et ce crédit social à la chinoise, cette MNBC, c'est BDC en anglais, euh, a besoin de l'identité numérique qui est en ce moment au cœur des décisions qui sont prises, notamment en Suisse. Le dimanche dernier, le 28 septembre, le peuple suisse a été amené à se prononcer pour la deuxième fois sur l'identité numérique qui avait été refusée le 7 mars 2021. Mais comme vous le savez en Suisse, quand un projet est refusé, eh bien, il est amené à être revoté, hein. Une fois ne suffit pas. Et cette fois, grâce à des subterfuges et de la triche, maintenant on a la preuve, eh bien, l'identité numérique a été acceptée, soi-disant, à 50,38%, avec un nombre de bulletins qui a été ajouté à l'équation, 372 bulletins, pas 372, 372 000, un peu moins de 372 000 bulletins qui se retrouvent dans l'équation sans qu'on sache d'où ils viennent. Ça, j'en parlerai dans d'autres émissions, mais ça mériterait d'être creusé. Donc, l'identité numérique permet de mettre en place cette monnaie numérique des banques centrales, bloquable, programmable, avec des gens qui s'identifient chaque fois qu'ils font une transaction. Donc, on sait qui fait la transaction, qui achète, qui vend, et du coup, comment bloquer ces transactions si la personne dérange, entre guillemets. Alors, en 2023, tu as créé avec un ami le mouvement politique Liberté, dont Oui, l'acronyme est Liberté, Intégrité, Bienveillance, Engagement, ouais, Recherche, Transparence et Équité. Vous vous êtes c'est ça. porté candidat au Conseil national qui représente le peuple au Parlement suisse. Quelle fut Ouais. ton expérience du monde politique, Chloé? Alors ça, c'est l'objet de mon chapitre 11 dans La Suisse au cœur. C'est le plus gros chapitre, je crois. C'est une expérience riche, mais à plus d'un titre. Parce que j'ai vu enfin pas tous, peut-être pas tous, mais en tout cas un très grand nombre de mécanismes de blocage et d'embûches malencontreuses qui se sont déployés pour nous empêcher d'être visibles.
En l'occurrence, des affiches qui n'ont pas été posées, les affiches de campagne. Un affichage sur le tram qui a été accepté mais qui n'a pas été fait en prétextant de la colle qui n'était pas conforme. Un truc de dingue, alors que les emballages n'ont même pas été déballés. Avec de la diffamation dans les médias, des articles de presse à charge, avec des procès qui ont été mis en œuvre pendant la campagne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec des déplacements de stands le samedi en prétextant une manifestation, on nous a mis dans un coin où il y avait des travaux, où il y avait personne qui passait. Avec une censure des débats, c'est-à-dire le dernier débat pour le Conseil des États, qui est l'équivalent du Sénat, juste avant la votation du 12 novembre 2023. On était 6 candidats et il n'y a que 4 candidats qui ont été présentés comme étant des candidats au Conseil des États. Nous, on a été écartés totalement. Et d'ailleurs, on a porté plainte et on a gagné. C'est-à-dire que la RTS, la radio-télévision suisse romande, la télévision nationale, publique, payée par nos impôts et par la redevance télé obligatoire, je rappelle, de tous les Suisses, la RTS a complètement bloqué, empêché notre présentation lors de ce débat-là. Et elle a été reconnue coupable à l'unanimité de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en juin 2024. Mais pour autant, les médias n'en parlent pas. Les médias me diffament en permanence, mais ne parlent pas de cette censure reconnue comme telle par l'autorité de surveillance des médias de notre candidature. Donc c'était une expérience très, très intéressante, très, très instructive et qui montre comment des candidats qui ne vont pas dans le sens du système, de la doxa imposée, ne parviennent pas à être élus. Parce que déjà, ils ne sont pas connus, ou alors s'ils sont connus, ils sont traînés dans la boue, et qu'ils ne sont pas... ils ne sont pas connus du grand public. C'est vraiment la censure et la diffamation, les deux leviers de la sélection politique. D'ailleurs, en parlant de sélection, un dernier truc, c'était un article de la Tribune de Genève, je crois que c'était Marc Breton, qui avait écrit que il avait cité les 4 challengers, donc les 4 qui sont passés au débat, en disant que c'était parmi ceux-là que le peuple suisse allait sélectionner ses candidats. Qu'il était amené à sélectionner ses candidats. Il disait que c'était le peuple suisse allait sélectionner ses candidats, que c'était parmi ces candidats qu'il fallait choisir notre candidat, nos 2 candidats pour le Conseil des États. Voilà la neutralité et l'objectivité de nos médias qui formatent l'opinion publique, même en Suisse, ce pays si démocratique. Donc, où en est ton mouvement actuellement? Sur ton site, tu dis qu'il est dormant, le mouvement Oui, il est Liberté. dormant. Mais il est en dormance, voilà. Actuellement, il est en dormance parce que j'ai besoin un petit peu de force vive pour le faire vivre, ce mouvement, notamment pour organiser des manifestations, pour se prononcer dans le livret de vote. Parce qu'il faut savoir que dans le livret de vote, tu vois, par exemple, ça, c'est un livret de vote, on a les lois qui sont proposées au vote, parfois pas les bons textes, hein. Je me réfère à la loi Covid-19 dans laquelle, en 2021, on n'avait pas le bon texte dans le livret de vote. Et on a un autre livret dans lequel on a les avis des partis politiques et du Conseil. Enfin, le Conseil fédéral donne son avis dans celui-là, mais par exemple, dans la votation cantonale, on a les avis des partis politiques et des mouvements. Et on avait notre mouvement Liberté qui avait exprimé, moi c'est ça que je voulais, qu'il exprime son opinion à chaque fois, puisqu'en Suisse, tous les partis expriment leur opinion, exprime son opinion sur les objets de vote. Donc c'était pour ça que j'avais tenu à maintenir le mouvement Liberté en vie, pour que les gens qui sont un peu sortis de l'ornière de la doxa, de la bien-pensance, enfin de la doxa qui correspond et qui est compatible avec l'agenda 2030. Donc nous, on est vraiment en dehors de cet agenda 2030, on n'est pas financé par personne, donc on est complètement libre. Eh bien, je voulais que ces avis-là soient aussi présents dans la liste des avis qui existent pour que les gens puissent avoir une opinion un peu plus représentative de l'ensemble des citoyens suisses. Mais malheureusement, les autres membres du mouvement
pas peut-être été assez actifs à mon goût, en tout cas n'ont pas montré, une volonté, suffisante pour maintenir ce mouvement en vie. Donc je dirais qu'il est prêt à être, réactivé si on trouve des forces vives qui ont envie d'y participer de façon active. Mm. Parce que Alors, je peux tu as pas pas- tout faire malheureusement. Mhm. Avec tout ce que je fais déjà, j'ai du mal à me dupliquer. Alors, tu as participé au mouvement des Gilets jaunes en France et en Oui. Suisse en 2018. Quel est ton regard actuel sur ce mouvement populaire et que penses-tu aussi des manifestations qui ont lieu au Népal, en Indonésie, à Madagascar, en France et au Pérou actuellement? Alors je dirais que déjà, elles sont pas pareilles toutes ces manifestations, parce que le Népal, il y a quand même eu un coup d'État, assez violent et on ne sait pas exactement qui a piloté ce truc. Les gilets jaunes n'étaient pas là pour faire un renversement, pour renverser le pouvoir. Ils étaient là pour, débattre, pour, réfléchir sur la société dans laquelle on veut vivre, sur le RIC notamment, sur le référendum d'initiative citoyenne qui ressemble un petit peu à ce qu'on a en Suisse, mais qui fonctionne pas en Suisse, mais qui aurait pu fonctionner peut-être en France avec en étant vraiment, en mettant en place des référendums en toute matière, donc sur tous les objets constitutionnels, législatifs et cetera. Hem, C'était un mouvement que j'ai trouvé noble parce qu'il n'était pas pyramidal, il n'était pas mené par une tête, qui décidait du reste et c'est comme ça qu'il a pu se développer de façon si organique et si, impressionnante et c'est pour ça qu'il a été fort réprimé à mon avis, avec des yeux crevés, avec des mains arrachées, avec des parties, du corps, y compris génitales, qui ont été, détruites par les fameux LBD 40, vous savez les pistolets à flashball qui étaient d'ailleurs fabriqués en Suisse, à Tomé-Bruget à Thun, j'en parle dans le livre aussi. Donc cette répression, elle a été violente et elle a, je pense, visé à décourager quiconque aurait voulu, continuer de manifester et de réveiller les consciences. Pendant les gilets jaunes, on parlait beaucoup de la banque, on parlait beaucoup du rôle des banques et de la création monétaire aussi. On parlait des fonds d'investissement Vanguard, BlackRock et de tous ces fonds de finance qui font la pluie et le beau temps dans le monde. Donc c'était plutôt un mouvement d'éveil de conscience et un mouvement de partage et de communication avec les citoyens et de rassemblement. Je dirais qu'il n'est pas du tout pareil qu'un mouvement de renversement tel qu'on peut le voir dans d'autres pays. Hem, Moi, j'ai l'impression que les mouvements enfin que les révolutions qui ont lieu dans d'autres pays sont, presque à chaque fois pilotées par des volontés sorosiennes ou des organismes sorosiens. Comme les révolutions colorées qu'on a eues en Libye, en Syrie, et cetera, qui sont soi-disant des révolutions du peuple alors qu'elles sont pilotées. Voilà, donc voilà ce que je pense des les manifestations pour moi ont plus une utilité symbolique et une utilité de contact et d'information avec nos semblables. Parce qu'on a vu par exemple en France, même en Suisse, les manifestations n'ont strictement rien donné au niveau politique, n'ont strictement bougé aucune ligne au niveau décision publique, au niveau des décisions prises par le gouvernement, qui a pris des décisions à coup de 49.3 s'il le fallait en France et à coup de, référendum réitéré ou de votation réitérée en Suisse. Bon, donc je ne je ne, je ne pense pas que la manifestation soit un moyen de changer de système. Je pense que la manifestation est un moyen de s'informer, de se donner de la force, de l'énergie, hem et de donner aussi le ton, de donner un petit peu l'opinion publique à un gouvernement aveugle et sourd, ou un gouvernement qui ne veut pas entendre. Ça donne un petit peu, la tendance de ce que pense le peuple. Voilà, voilà ce que j'en pense. Mais je ne pense pas que le salut soit ni dans un coup d'État, ni dans une, manifestation. Mm. Alors justement, maintenant, la grande question, comment imagines-tu une transition de notre société ultra-capitaliste à une société, à une économie du don, hein? Donc il y a différentes personnes qui réfléchissent. Alors, certaines personnes voient un effondrement écologique, économique, et ensuite, ben, les gens s'organisent vers une société du don. D'autres personnes voient des éco-hameaux sans argent qui s'organisent en fédération et petit à petit, l'économie mute. Certaines personnes imaginent un mouvement populaire qui graduellement, soit d'une manière abrupte, soit d'une manière progressive,
parvient à une société sans argent. Comment tu imagines la transition, Chloé? Alors, j'ai envie de te dire, toutes les façons me conviennent, mais ce que je pense qui est plus réaliste, c'est je pense qu'il faudra, pour qu'il y ait un vrai changement, un effondrement quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées en temps de guerre, notamment on a vu pendant le covid, hein, on a développé des façons de se coordonner, de se voir et de s'organiser, différentes parce qu'on n'a pas eu le choix. Je pense que l'humain, il est très conformiste, il est très attaché à sa tradition et à ses habitudes en général, que ça nous crée une sorte de zone de confort, une sécurité et que pour changer radicalement, il faut des événements chocs. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se sont réveillés pendant le covid parce il y a vraiment eu un choc. C'est pas ce que je souhaite, hein, c'est pas ce que je souhaite. Je ne souhaite pas, vraiment un effondrement total, mais je pense que pour changer vraiment de système, il faudra ou en tout cas, ce sera à la suite d'un effondrement total. Je sais que déjà des systèmes existent, hein, des systèmes de monnaie locale, des systèmes de sel, donc d'échange de services. La June aussi, on n'en a pas parlé, mais la monnaie libre est un système qui fonctionne et qui a l'air de bien fonctionner aussi. Mais moi, ce que je lui reproche, entre guillemets, c'est qu'elle reste avec un support électronique, donc ça reste dans le dématérialisé. Euh, je pense que tout ça va permettre d'arriver au don. Et je pense aussi, enfin moi je suis très fervente du centième singe, de ces expériences qui ont lieu dans plusieurs endroits, comme la monnaie en fait. La monnaie a été créée, en tout cas selon David Graeber, à 3 endroits différents, mer Égée, donc vers la Grèce, la Chine et l'Inde, à des moments similaires, -500, -600, donc avant Jésus-Christ, et qu'après, ça s'est imposé partout. Je pense que les choses peuvent aussi se créer à différents endroits, et puis par une sorte de retournement quantique, hein. Certains se foutent de moi quand je parle de quantique, mais je pense que la physique n'est pas seulement la physique standard, mais aussi celle qui existe avec le quantique, hein. Les rayons laser sont de la physique quantique, hein, si vous le saviez. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qu'on n'explique pas avec le modèle standard de la physique. Euh, je pense qu'il y aura des choses qui vont se produire de façon simultanée, euh, par palier, disons. Je pense pas qu'on arrive au don de façon progressive. Mais je peux me tromper. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas médium et je ne suis pas Madame Irma. Voilà, donc Par le biais de la politique, tu penses que c'est cadenassé ah par oui, l'élite et ses ah oui, oui, réseaux? oui. Ah, je n'ai aucun espoir envers un mouvement politique qui déjà arrive à casser le plafond de verre qui m'a été bien, bien imposé, bien, bien montré pendant mes différentes expériences politiques. Et je pense que tous ceux qui parviennent à avoir un pouvoir quel qu'il soit sont d'accord avec le système qui est en place. Parce que sinon, ils ne sont simplement pas élus ou ils ne sont pas maintenus au pouvoir. On a vu que en Roumanie, Georgescu sa candidature a été annulée parce qu'il ne correspondait pas au système de l'Union européenne. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc non, non, je pense pas du tout que c'est par la politique qu'on obtiendra des changements de système, non. Est-ce que tu penses qu'avec l'aide d'une personnalité, admettons un acteur très connu, un chanteur aimé de millions de Suisses ou de Français, qui se présenterait politiquement, est-ce que c'est peut-être une possibilité? Je pense que comme Coluche s'est présenté, ça lui a coûté sa vie, hein. Les personnes qui sont populaires sont contrôlées. Et si elles ne sont pas contrôlées, eh bien, on les fait disparaître d'une manière ou d'une autre. Soit elles n'accèdent pas au poste de responsabilité, soit elles sont éliminées physiquement. Je ne pense pas qu'une personnalité qui soit réellement volontaire de changer de système monétaire soit acceptée dans des échelles, dans des positions de responsabilité politique. Je rappelle aussi que enfin, avec cette vidéo sur la création monétaire que j'avais faite avec Dieudonné en mai 2019, eh bien, c'est cette vidéo qui est à la source de mon licenciement en 2022.
parce que c'est à partir de cette vidéo que l'antenne sioniste de Genève, la CICAD, a écrit au département de l'instruction publique pour qu'ils agissent envers moi. Il y a eu 3 courriers de la CICAD, il y a eu 3 procédures administratives contre moi qui ont mené à mon licenciement, par exemple. Donc ce sujet de la monnaie, il est tellement sensible que, il est surveillé comme le lait sur le feu et que quiconque voudrait le mettre en cause, le remettre en question, serait très vite écarté du jeu. Comme, par exemple, Johnson, avec ses greenbacks, son argent, c'était Lyndon, je ne sais plus exactement, c'était Lyndon Johnson. La monnaie qui n'était pas adossée à la Fed, à la Federal Reserve aux États-Unis, qui a voulu faire une monnaie libérée de la dette, eh bien, lui, il a été assassiné aussi. JFK parlait d'un ordre exécutif pour créer de la monnaie sans dette aussi, qui n'était pas dépendant de la Federal Reserve. Alors, on ne sait pas exactement pour quelle raison, avec un S, il a été assassiné, mais je pense que cette création monétaire qu'il voulait indépendante du système de contrôle de la Fed, qui est contrôlé par des banquiers privés, hein, lisez ce livre, de la même façon Kadhafi qui voulait faire son dinar or adossé sur l'or pour émanciper l'Afrique et développer son continent, eh bien on a vu quel a été son destin et à quel point il a été diabolisé, traité de dictateur, alors que je rappelle qu'en Libye, eh bien, les gens ne mouraient pas de faim, en tout cas avaient des aides gouvernementales pour avoir une maison, pour éduquer leurs enfants, etc. On vivait bien mieux que dans nos pays dits démocratiques. Enfin voilà, ça c'est une parenthèse. Je dis ça, je ne dis rien. Donc la monnaie, c'est vraiment un sujet sensible. Mm. Alors toi qui es proche de personnes comme Étienne Chouard, là, tu me disais que tu as fait une interview avec Tariq Ramadan aussi, donc des Non, on n'a pas fait une personnalités. interview avec Tariq Ramadan. J'ai été à la conférence de presse de Tariq Ramadan avec ses avocats, là, il y a quelques jours, pour qu'il explique les nouvelles preuves qui montrent la machination de laquelle il a été victime. Voilà, donc justement, lui, il voulait s'opposer à la guerre en Syrie et à partir de là, il a connu d'énormes problèmes pour le faire taire, hein, justement. Il a été diabolisé comme toutes les personnes qui dérangent. Ouais. Alors pourquoi est-ce que ces gens comme Étienne Chouard, qui ont quand même du suivi, ne s'organisent Ouais. pas tous ensemble pour créer Ah. un vaste mouvement populaire, justement? Mais parce que déjà, d'une part, les personnes qui sont publiques, et maintenant je sais à peu près de quoi il s'agit parce que je suis un peu publique maintenant aussi, on est accaparé, sollicité tout le temps. Donc déjà, pour s'organiser avec d'autres, on a matériellement très peu de temps pour le faire. Pour un peu qu'on ait des réseaux sociaux, ce qui est mon cas, j'en ai 11 que j'alimente tous les jours, et pour un peu qu'on ait envie de répondre aux gens qui nous écrivent, j'ai 16 messageries, donc je réponds à tous ceux que je vois, ça nous prend un temps considérable. Après, le fait de se déplacer pour des conférences, pour des manifestations, pour des séances de dédicaces, ça nous prend également énormément de temps. Donc, je pense que le premier obstacle, c'est le temps qui nous manque. Après, on se rencontre. Je pense que Étienne Chouard, et je sais qu'Étienne Chouard rencontre énormément de personnes qui sont dans la résistance, qui ont des idées novatrices, des idées d'émancipation, de libération de notre esclavage, et qu'ils collaborent dans les idées et dans les événements. Mais pourquoi il n'y a pas un mouvement qui centralise tout ça? Déjà, euh, je pense que c'est bien qu'on soit tous un peu séparés tout en collaborant, parce que quand la bête a plusieurs têtes, c'est difficile de la tuer. C'est comme avec les gilets jaunes. Si on avait un comité directeur, un président, une entité centrale, ce serait très facile de l'infiltrer, de la détruire, d'en détruire les têtes ou les guides, en fait, ceux qui mènent le bal, ceux qui mènent le mouvement. Donc je pense que c'est très bien qu'on ne soit pas tous coalisés dans un seul et même mouvement. Euh, je pense aussi que les idées ne sont pas toujours les mêmes. Je pense que Étienne, il travaille sur la Constitution, sur le système monétaire, mais qui ne va pas travailler sur d'autres sujets ou ne va pas forcément être d'accord avec. Par exemple, je sais il y a eu des rencontres avec François Asselineau qui, lui, par exemple, est contre le tirage au sort. Étienne Chouard prône le tirage au sort pour éliminer toute forme de corruption dans les représentants qui pourraient voter les lois, qui pourraient s'occuper des décisions publiques.
Euh, Asselineau est complètement farouche et complètement contre cette idée-là. Donc il y a des incompatibilités aussi. Il y a des égos aussi, je pense, notamment avec Philippot, avec Dupont-Aignan, qui sont les têtes qu'on voit émerger plus et qui ont encore accès aux médias publics d'ailleurs, ce qui est un Alors, privilège. connais-tu, Chloé, des personnalités qui sont ouvertes à l'idée d'une économie du don, justement? Alors Étienne Chouard, je pense, est plutôt favorable aux dons. Est-ce que j'en connais d'autres qui l'ont dit explicitement? Comme ça, là, ça ne me vient pas. Mais c'est un sujet qu'on Dieudonné, a peu abordé. Dieudonné, peut-être, non? Parce qu'il avait brûlé un Dieudonné, billet non. de... Non, Dieudonné, du non, tout. parce que je lui parlais du don tout le temps. Et lui, il revenait avec sa crypto. Lui, c'était la crypto, la crypto, la crypto. Et moi, je suis pas très crypto. Hmm. J'étais vue à un moment comme ambassadrice. Il voulait que je sois l'ambassadrice du Cestrel. Et moi, j'ai pas tellement adhéré. Donc il s'est un peu éloigné de moi et de ma vision de la monnaie. Ouais. Alors j'ai Euh, vu, alors ton livre, La Suisse en cœur, j'ai vu Au sur cœur. Amazon, il avait aussi un autre titre sur Amazon, c'est La plus belle démocratie au monde. Alors, bravo, je vois que tu as bien fait tes enquêtes, hein, Yann. Je suis assez impressionnée parce que c'est rare quand on m'interviewe qu'on ait autant creusé à l'avance. Donc, ce livre, La Suisse au cœur, biographie d'une résistante des années 2020, je l'ai écrit toute seule, je l'ai conçu toute seule avec la première et la quatrième de couverture et je l'ai imprimé en Pologne avec quelqu'un qui est aussi, qui a imprimé les livres de Jérémy Mercier. Et ensuite, à l'origine, avant de le faire, parce que ça fait plusieurs années que je voulais écrire un peu mon histoire et puis les principales découvertes que j'ai faites au début du Covid et aussi les épreuves par lesquelles je suis passée pour un peu montrer ce qui se passe en Suisse. Trois éditeurs m'avaient proposé d'éditer un futur livre que j'écrirais. Il y avait Marco Pieter, qui est mon éditeur maintenant, qui va être mon éditeur avec la maison d'édition Résurgence. Il y avait Patrick Pazin avec euh, Talma Studio, voilà, j'avais un trou. Et il y avait Pierre Mazet avec Nouvelle Terre. Et finalement, quand j'ai écrit le livre, je me suis posé la question, est-ce que je l'édite moi ou est-ce que je le fais éditer par une maison d'édition? Et puis, mon webmaster à l'époque m'a dit, mais moi, je peux te maqueter le livre et comme ça, tu fais une auto-édition pour commencer. Et je pense que ce sera mieux dans ta situation parce que j'ai plus de revenus depuis plus d'un an. Donc, ça me permettait aussi d'avoir un revenu plus conséquent que si je le faisais éditer parce qu'il faut savoir que les auteurs reçoivent au maximum 10% du prix hors taxe du livre quand il est édité par une maison d'édition. Donc, c'est rien du tout. C'est pour les mathématiciens en herbe, 10%, tu déplaces la virgule d'un rang. Donc, si c'est 20 euros, tu as 2 euros. Hein. Petit rappel de maths. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rappelé les trois éditeurs qui proposaient de m'éditer il y a 4-5 ans. Et parmi eux, c'est Marco Pieter qui a été le plus réactif et qui m'a dit, bah, écoute, on met ça en marche. D'ailleurs, je l'ai appelé à 3 jours de la diffusion. Enfin, à 3 jours de l'enclenchement des choses, et j'aurais loupé le coche si je ne l'avais pas fait à ce moment-là. Donc, on a fait tout en très peu de temps. Et là, il m'a dit, ton titre, il n'est pas assez accrocheur pour atteindre un grand public, au-delà de la Suisse, au-delà de la francophonie, au-delà des gens qui te connaissent. Et je lui ai proposé la plus belle démocratie du monde, point d'interrogation, parce que ça fait partie aussi de ce que je dis dans le livre. Je parle beaucoup de démocratie, et ce terme revient plusieurs fois. Il a dit, OK, vendu. Donc, on va le faire sous ce titre-là. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, je continue à vendre mon livre via mes réseaux, via mon site lasuisseaucoeur.ch et via mon site chloéframery.ch. Il y a 2 sites, mon site perso et mon site pour le livre, lasuisseaucoeur.ch, tout attaché. Et en parallèle, pour les librairies, c'est Marco Pieter qui s'occupe de le distribuer avec le nouveau titre. Donc les Alors, deux continuent à cohabiter. alors justement, d'après toi, quelle est cette plus belle démocratie au monde? Est-ce qu'elle c'est une économie du don? Comment la construire? Alors Qu'est-ce que voilà. c'est cette plus belle démocratie au monde alors? Et ben c'est ça. En fait, la plus belle démocratie du monde, c'est une démocratie dans laquelle le mot démocratie prend tout son sens. C'est-à-dire, une démocratie, c'est le pouvoir au peuple, le pouvoir du peuple, enfin le démos en fait, qui n'est pas exactement le peuple. J'en parle dans une de mes conférences, mais si on vulgarise, c'est le pouvoir du peuple. Donc, c'est une société dans laquelle le peuple décide pour lui euh, de ses lois, de ses fonctionnements, de sa monnaie, de ses décisions, dans lequel le peuple peut réajuster les choses, peut changer d'avis, peut euh, euh,
décidées directement et non pas par des représentants, ou alors avec des représentants tirés au sort qui sont incorruptibles et qui sont, renouvelés régulièrement et qui sont contrôlés, avec des médias libres, avec des médias contrôlés également, qui ne sont pas dans des mains d'entités avec un pouvoir supérieur aux autres, ce qui est le cas actuellement. Quand je dis pouvoir supérieur aux autres, c'est la monnaie qui permet la concentration des pouvoirs de ces médias aussi. C'est une société dans laquelle chacun a sa place, dans laquelle, tout le monde se sent, légitime, dans laquelle, on a beaucoup moins de dépression nerveuse, dans laquelle on a beaucoup moins de suicides, voire pas du tout. Bon, bah, c'est un peu le monde des bisounours, hein, mais qui demande qu'à être, expérimenté. Voyons. Voyons et jugeons ensuite. Ne préjugeons pas de quelque chose qui n'existe pas. Bah, je Voilà. propose que je propose que notre entretien s'achève sur ces belles paroles. Un grand Mmh. merci à toi, Chloé, hein, bonne Merci à continuation, toi. Merci hein, à toi et et à longue vie bientôt. à ta chaîne et à ton projet de société avec du don. Merci, Chloé, à très bientôt. À bientôt. Un monde sans argent, un monde sans misère. Un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère. Un monde où les gens sont tous frères. Moins de stress, aucune compétition. Une meilleure gestion, aucune pollution.